tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo du samedi, la vidéo un petit peu d'actualité qu'on n'avait pas vraiment l'intention de faire aussi rapidement pour la simple et bonne raison en fait qu'on avait déjà beaucoup traité le sujet d'Universal Grande-Bretagne dans un certain nombre de vidéos qu'on vous avait déjà publiées sur la chaîne depuis un petit moment parce que en réalité, même si l'annonce a été officialisé par Universal, c'était tellement cousu de fil blanc qu'au final, il n'y avait pas tellement, entre guillemets, de questionnement véritable sur la possibilité ou non de voir débarquer donc Universal en Angleterre. Alors, franchement, en soi, c'est une très bonne nouvelle, mais ce qui nous a poussé à faire cette vidéo, c'est parce que, évidemment, depuis que l'annonce a été faite, que le concept art très préliminaire a été donc dévoilé dans la presse, de manière assez évidente, tout le monde s'inquiète beaucoup sur la présence ou non de Harry Potter, sur le fait que ça va être en Angleterre, que ça va être pas pratique, etc. Bon, en vrai, on voulait revenir un petit peu là-dessus. Alors, tout d'abord, déjà, la nouvelle, c'est que Universal va construire un parc qui va générer des dizaines de milliers d'emplois, dont la construction démarrera en 2026 à environ 80 km de Londres, ça s'appellera Bedford, donc il y aura Universal qui va se déployer avec un hôtel, un certain nombre de landes, d'attractions, évidemment de restaurants aussi qui vont avec, et tout le tralala. Il y aura même une gare pour aller directement de Londres jusqu'à Bedford sans avoir de problématiques entre guillemets de transport supplémentaire depuis la capitale londonienne. Enfin, tout ça va être très bien fait. Un concept art a donc été dévoilé pour ce parc dont la construction va commencer l'année prochaine pour une ouverture prévue en 2031. Sur ce concept art, de manière assez évidente, on voit franchement pas grand-chose. On peut en tirer quelques questionnements, quelques opinions, mais en vrai, les concept art, quand ils sont publiés aussi loin de l'objectif, parce que 2031, mine de rien, c'est vrai que c'est pas tout de suite, autant vous dire que les choses ont le temps de changer, mais 1 milliard de fois avant qu'on ait vraiment le truc. Alors, tout d'abord, le choix de l'implantation en Angleterre, ça fait beaucoup réagir. Alors, en vrai, c'est un positionnement, mais méga français de réagir de cette manière. Parce que on a vu, et beaucoup ont interpellé Universal sur les réseaux sociaux, etc., en disant, mais vous vous rendez compte, va falloir qu'on paye un passeport, vous vous rendez compte, va falloir aller jusqu'en Angleterre, etc., pour voir éventuellement un land d'Harry Potter, s'il y en a un ou pas. En fait, le seul truc, c'est que la question du passeport, faut savoir qu'en fait, en France, on a l'impression que tout est toujours gratuit et que où qu'on aille, en fait, tout est toujours gratuit. Mais en réalité, quand on vous dit que quelque chose est gratuit, ce n'est pas vrai. C'est généralement soit que vous payez avec vos impôts, soit sinon que quelqu'un le paye pour vous. De manière assez évidente, la question de partir dans un pays étranger qui nécessite un passeport, puisque là c'est vraiment l'argument pour dire que ça ne marchera pas, que le public français ne se déplacera pas. En fait, le public français qui veut aller au studio Harry Potter, de toute façon, quoi qu'il arrive, il doit avoir son passeport pour pouvoir y aller, parce qu'il peut pas aller sans passeport et sans payer le visa entre guillemets électronique qu'ils ont mis en place, qui est exactement le même principe qu'un ESTA aux États-Unis ou son pendant d'ailleurs au Canada. Donc bon, à un moment donné, faut arrêter. Un passeport, c'est valable 10 ans, ça coûte 90 €. C'est pas la mer à boire. Et de toute façon, si vous ambitionnez un jour d'aller au studio, vous aurez besoin exactement du même passeport qui vous permettra d'aller à Universal. Donc voilà, le choix de l'Angleterre en soi, c'est un choix qui est assez logique. Pour la simple et bonne raison que Universal a déjà une histoire avec l'Espagne qui a parfois été complexe, qui a été un petit peu compliqué, avec un parc qui a mis beaucoup de temps à démarrer, beaucoup de temps à trouver son rythme, on va dire, de croisière. Et puis surtout, c'est vrai que faire travailler des gens dans un milieu espagnol et dans un milieu anglo-saxon, c'est absolument pas la même chose, c'est pas du tout les mêmes problématiques. Et c'est vrai qu'en Angleterre, ce sera beaucoup plus simple pour Universal de déployer, entre guillemets, ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de l'entertainment vraiment de très grande qualité, que de le faire en Espagne où vous allez, pardon de le dire, mais c'est la réalité, avoir forcément des délais, des retards, une population dont on sait très bien, pour ceux qui fréquentent Disneyland Paris, qui ne sait pas véritablement se tenir dans les parcs et qui donc parfois gâche l'expérience visiteur. N'importe quel fan de Disneyland Paris sait que quand c'est les vacances en Espagne, il vaut mieux éviter de se rendre donc directement à Disneyland Paris. Enfin, il y avait tout un tas de raisons qui de toute façon faisaient en sorte que c'était pas le bon site d'implantation. Alors après on nous dit ah oui mais le temps, il pleut tout le temps, machin, etc. Bon, j'ai envie de dire, vous savez, nous on vit en région parisienne depuis le mois de mai
de l'année dernière, je crois que c'est la deuxième semaine consécutive sans pluie que nous avons. Donc au bout d'un an, donc autant vous dire que concrètement c'est pas ce qui nous affole. En plus, autant vous dire que c'est beaucoup plus accessible, en tout cas pour ceux qui habitent en région parisienne ou même globalement en France. Londres est beaucoup plus accessible que d'aller à Portaventura ou dans un autre endroit en Espagne où il y aurait pu avoir une autre décision. Alors évidemment, c'est sûr que c'est pas ce qui nous arrange en premier lieu, puisque tout le monde aurait préféré que ce soit installé carrément en France, mais là en l'occurrence c'était pas du tout sur la table, pour les raisons que l'on connaît et le fait que la France est un pays qui est extraordinairement cher d'un point de vue social. Là en l'occurrence en Angleterre ce sera un petit peu plus simple. Donc ça c'est le premier point, c'est que déjà il faut pas s'inquiéter sur la question du passeport. Encore une fois, un passeport, vous en avez besoin pour aller au studio, vous en avez besoin pour aller à Londres, vous en avez besoin pour aller dans tout un tas d'autres pays, et de toute façon voilà, si vous réfléchissez, au final sur 10 ans le passeport il revient à 80 €, enfin 90 €, ça fait 9 € par an. C'est quelque chose de tout à fait abordable. Bon, là ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la question de savoir si oui ou non il y aura un land Harry Potter. Alors là-dessus, on lit tout et n'importe quoi en mode non, il n'y en aura pas, c'est mort, c'est pas son concept art. Et oui, non, mais c'est sûr, il y en aura. Bon, on va vous le dire de manière très claire. Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Maintenant, après, on peut avoir un certain nombre d'éléments de réponse qu'on va essayer de vous présenter. Effectivement, à ce stade, le concept art ne fait pas du tout état de la présence d'une zone consacrée à Harry Potter dans le nouveau parc, donc l'Universal en Angleterre. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, il y a des complexités juridiques qui sont absolument monstrueuses. C'est que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait la volonté par Universal de négocier la présence d'une zone Wizarding World dans un de ces parcs d'attractions, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, ou que ce soit sur le projet russe qui a été avorté au moment de la guerre en Ukraine en 2014, du coup, en fait, à chaque fois, il fallait qu'il y ait une négociation qui se mettent en place entre la Warner Bros. Et Universal pour les droits d'exploitation. Et pour être même tout à fait honnête, chaque parc a droit à sa propre négociation. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas parce qu'il y a deux parcs à Universal, en tout cas aux États-Unis, c'est pas parce qu'il y a deux parcs Universal aux États-Unis que la négociation, elle s'est faite sur un point. Elle s'est faite pour les deux parcs de manière totalement distincte, et les contrats qui ont été établis pour Orlando ne sont pas les contrats qui ont été établis, par exemple, pour Los Angeles. Et de manière assez évidente, quand vous avez un contrat qui est établi pour Universal Tokyo et un contrat qui est établi pour Universal Beijing, là aussi, c'est pas du tout la même chose. C'est des contrats en fait qui sont vraiment négociés pays par pays, avec vraiment cette volonté toujours permanente de la Warner, à la fois de s'assurer d'une charte que J.K. Rowling a elle-même entre guillemets rédigée et sur laquelle elle a beaucoup insisté sur la qualité entre guillemets de ce qui va être présent dans ce parc, et aussi sur vraiment le contenu créatif que la Warner surveille comme le lait sur le feu. Donc autant vous dire que à ce stade, effectivement, il n'y avait jamais eu de négociation pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que la Warner Bros. N'envisageait pas à ce stade et n'a jamais envisagé de construire un parc Harry Potter. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet Leavesden, qui est un sujet à part entière. Leavesden, c'est là où vous avez les studios donc Harry Potter, qui jusqu'à Harry Potter, jusqu'au tournage d'Harry Potter, étaient principalement et uniquement des studios de cinéma qui servaient pour tout un tas de studios, principalement pour la Warner Bros, mais vous avez aussi Netflix, la BBC, etc., qui utilisaient des plateaux de tournage. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est transformé à la fois dans un modèle un peu hybride, où vous avez des studios de cinéma, mais aussi donc toute la partie des Warner Bros Studio Tours, pour donc accueillir évidemment les fans qui viennent visiter les studios Harry Potter. Alors, pour se parler honnêtement, les studios Harry Potter, en fait, de base, ils n'étaient pas prévus. Ils n'ont été construits que dans un seul but au départ, c'était de préserver du mieux qu'ils le pouvaient tous les décors qu'ils avaient créés et qui n'avaient pas été démontés dans le cadre de Harry Potter, au cas où J.K. Rowling déciderait à un moment donné ou à un autre de revenir un petit peu sur son histoire et de réécrire des choses. Grand bien leur en a fait, puisqu'on sait qu'ils vont réutiliser beaucoup de décors pour la série Harry Potter, qu'ils ont réutilisé des décors pour les Animaux Fantastiques, et que en plus, coup de bol, les studios fonctionnent du feu de Dieu, donc ça assure véritablement un cash flow entre guillemets qui circule et qui permet donc d'entretenir les décors, etc. Et donc là, c'est vrai que
pour le coup, ça a été le bon truc. Alors, il y a quelques années, ils ont commencé à se poser la question de l'expansion de Lievesden. Alors, cette expansion, elle va passer en partie par la construction de nouveaux bâtiments, notamment pour un petit peu agrandir, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont à full capacité en permanence, et donc du coup, c'est complexe. Il y aura éventuellement quelques rajouts de décors, mais surtout, en fait, ils vont être un petit peu bloqués parce que la série Harry Potter va être tournée en très grande partie à Lievesden, ça a été annoncé. Donc du coup, ils vont quand même garder ce côté où vous avez à la fois les Warner Bros. Studio Tours et à côté le tournage de la série, mais ce qui évidemment empêche tout développement d'un parc d'attractions à ce stade. Ça avait été évoqué fut une époque, la Warner s'était véritablement posé la question de vendre carrément toutes les parcelles, enfin de vendre, en tout cas de détruire toutes les parcelles qui aujourd'hui servent pour des studios de tournage, afin effectivement de réaliser éventuellement soit une énorme extension des studios, soit de mettre carrément un parc d'attractions à la place, puisque Warner Bros., vous le savez, développe ses propres parcs d'attractions. Et là, c'est le deuxième point sur lequel on arrive. Alors, il faut savoir que la Warner Bros., en fait, en Europe, a déjà un parc d'attractions. Très peu de gens le savent, mais en fait, il y a un Warner Bros. Park en Espagne, je ne sais plus exactement où, je crois que c'est dans la banlieue de Madrid, où, en fait, vous avez un certain nombre de licences qui sont représentées. Alors, personne ne connaît ce parc, personne n'y va, pour être assez honnête. Nous, en tout cas, on ne connaît personne qui s'y soit rendu. Et surtout, en fait, la Warner n'a jamais imaginé une seule seconde commencer à développer Harry Potter en Espagne. Ça n'a jamais été sur le tapis. Et donc, autant vous dire que, pour l'instant, c'était le truc qui était laissé un peu de côté. Donc, ils n'ont pas du tout regardé ce côté-là. Et pourtant, la Warner Bros. Exploite d'autres parcs. Alors, il y en a un, notamment aux Émirats Arabes Unis, qui est de très bonne facture, paraît-il, absolument génial. C'est un de nos amis qui est allé et qui, a priori, avait adoré, et dans lequel il y a, a priori, une extension Harry Potter qui est prévue, mais elle est prévue depuis 2022, et depuis, on n'a absolument aucune nouvelle. Pas le début du commencement d'une photo, pas le début du commencement d'une trace du chantier. Enfin, après, bon, c'est vrai que la difficulté, c'est que là-bas, les parcs d'attractions sont complètement indoor, donc en réalité, vous pouvez commencer les travaux, personne ne le verra, puisque de toute façon, tout est caché, et c'est pas un endroit où les influenceurs HP, de toute façon, vont aller facilement tous les 4 matins, donc les informations ne viendront que quand elles seront officialisées. Mais à ce stade, dans tous les autres parcs de la Warner Bros., il n'y a aucune exploitation de la licence Harry Potter, et donc en Europe, en l'occurrence, Warner Bros. Espagne n'exploite absolument pas Harry Potter. Alors, maintenant, on en arrive à la question, et qu'est-ce qui va se passer pour l'Angleterre ? Alors, ce qui va se passer pour l'Angleterre, c'est que maintenant que la question de Lievesden semble être réglée, c'est-à-dire qu'ils vont faire un petit peu des petites extensions, mais de toute façon, ils sont obligés de garder des studios de cinéma, puisqu'ils veulent tourner la série Harry Potter, et d'autres séries d'ailleurs, sur le site de Lievesden, impossible d'installer un parc d'attractions au même endroit. Donc maintenant, ce qui va se mettre en place, en fait, c'est une négociation commerciale, au sens propre du terme, entre la Warner Bros. Et Universal, qui vont négocier comme ils l'ont fait pour chacune des zones de Wizarding World à travers le monde, pour essayer de voir comment ils peuvent se mettre d'accord et ce qu'ils peuvent proposer comme, on va dire, univers suffisamment intéressant à développer dans le parc Universal. Alors, évidemment, là-dessus, ça passe par tout un tas de négociations artistiques, ça passe par de la négociation commerciale, c'est-à-dire, qu'est-ce que la Warner va toucher, qu'est-ce que Universal va toucher, qu'est-ce que J.K. Rowling touchera également dans cet univers, est-ce que, on se dirige plutôt vers une zone, copie de ce qui se fait en Floride ou aux États-Unis ou au Japon, en Chine, avec Préolard et Poudlard, et puis ensuite on verra si on développe autre chose. Est-ce qu'on met le chemin de traverse qui n'est présent pour l'instant qu'en Floride? Est-ce qu'on met autre chose? Ça va être tout un tas de questions aussi qui vont se poser. Mais d'abord, évidemment, le premier point, c'est la question commerciale. C'est-à-dire qu'il faut que la Warner Bros. Autorise Universal à dire, écoutez, effectivement, on va passer donc à l'exploitation désormais de Harry Potter sur le territoire britannique. Cette exploitation, on la confie à Universal pour une durée de temps, parce qu'il faut savoir que ce sont des contrats qui sont limités dans le temps. Par exemple, Universal Orlando, vous avez 2 contrats. Il y a un contrat qui est revu tous les 5 ans, un autre qui est revu tous les 10 ans.
Et là, pour celui d'Epic Universe, pour le coup, à ce stade, on n'a pas encore l'information n'a pas été publiée, mais voilà, c'est des contrats qui sont reconduits dans le temps, où il y a des renégociations autour, effectivement, des clés de répartition au niveau des finances. Enfin, il y a vraiment tout ce côté-là, entre guillemets, qui continue évidemment à avancer. Donc là, pour l'instant, c'est là-dessus qu'ils sont, et ils ne sont sur rien d'autre que de la négociation. Alors après, il y a des rumeurs qui disent que J.K. Rowling ne voulait pas de parc Harry Potter en Grande-Bretagne, etc. Pour être assez honnête, on n'a pas trouvé véritablement trace d'une déclaration récente. Alors, il y a eu des déclarations qu'elle a pu faire dans les années... au tout début des années 2000, où elle disait qu'elle ne voulait pas de parc d'attractions, etc. Parce que, en fait, les propositions qui lui étaient faites étaient des propositions qui ne lui convenaient pas. Quand il y a eu le travail qui a été fait avec Universal, et c'est d'ailleurs très très bien montré dans un reportage, je ne sais plus si c'était de la BBC ou d'un autre diffuseur, mais enfin bref, il y a un reportage où on la voit effectivement travailler avec les équipes créatives d'Universal, et où là on voit que la vision, elle peut la maîtriser, elle la comprend, et elle travaille dessus en lien avec les équipes d'Universal, et évidemment les équipes qui représentent J.K. Rowling et la Warner. Là pour le coup c'est quelque chose qu'elle fait. Donc là nous on n'a jamais vu de déclaration, et encore moins de déclaration moderne, où elle aurait dit que voilà, elle ne souhaitait pas voir d'autre part que Harry Potter, que les studios, parce que pour être assez honnête, voilà, les studios, ça n'a pas l'air d'être non plus ce qui passionne J.K. Rowling dans sa vie quotidienne, qui reste une vie d'auteur et de femme leader d'opinion, et ce qui est très très bien aussi, mais voilà, elle ne semble pas prêter une attention plus particulière que ça à la question, entre guillemets, de savoir si oui ou non il faut un autre part. Enfin, tout ça, c'est des choses qui se décident entre ses avocats, les avocats de la Warner, les avocats d'Universal. Et voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Après, de manière assez évidente, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire un parc Universal en Angleterre sans Harry Potter. Mais après tout, pourquoi pas ? C'est quelque chose qui peut être imaginé, parce qu'on peut très bien effectivement mettre d'autres licences qui sont très très connues dans le monde britannique. Voilà, il y a tout l'univers de Sherlock Holmes qui pourrait être adapté, il y a tout l'univers de Tolkien qui pourrait être adapté aussi, l'univers de Conan Doyle. Enfin, il y a 50 000 univers dans la littérature britannique et dans la pop culture qui peuvent être utilisés pour développer de nouvelles zones. Et donc avoir un parc qui ne ressemble à absolument aucun autre, ce qui peut être aussi une solution intéressante. Et puis deuxième point, c'est aussi par contre se poser la question de savoir si économiquement ça peut tourner sans Harry Potter. Ça c'est encore autre chose. Parce qu'il est évident que quand Universal a ouvert ses zones à Harry Potter, alors surtout à Orlando, ça a été le moment où les parcs Universal qui étaient en déclin ont commencé en fait à redresser la pente, et surtout qu'ils ont donné d'énormes leçons à Disney World sur la manière dont les landes du futur devaient être inventées. C'est-à-dire qu'effectivement, jusqu'à présent, quand quelqu'un allait dans un parc d'attractions, il se baladait dans un land, il était spectateur de ce qui se passait autour de lui. Avec l'arrivée du Wizarding World, les gens sont devenus totalement des acteurs, notamment par l'intermédiaire des baguettes interactives, où là, effectivement, on ne vit plus du tout de la même manière. Et Disney, derrière, a dû s'arracher. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti le monde de Pandora, c'est pour ça qu'ils ont sorti le land de Star Wars et tout, pour effectivement résister à la concurrence qu'avait proposé Harry Potter, puisque à partir du moment où il y a eu Harry Potter, il y a eu une hausse de plus de 30% de la fréquentation des parcs, et aujourd'hui la fréquentation des parcs en Floride tient surtout et principalement sur deux franchises, la franchise Harry Potter et la franchise Jurassic World, qui est très très populaire aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas en Grande-Bretagne. Mais ça, vraiment, pour le coup, ça reste quand même un point qui peut nous laisser à penser que forcément il y aura des négociations, parce que ce sera intéressant pour Universal comme pour la Warner Bros, qui aujourd'hui sous-exploite la licence Harry Potter en Europe, d'avoir pour Universal une visibilité et donc des rentrées d'argent très conséquentes, et la Warner Bros avoir des rentrées d'argent très conséquentes aussi, mais à peu de frais, puisque pour le coup ce serait pas à eux de développer entre guillemets le parc, et donc ça leur permet de faire des économies, puisque à ce stade effectivement le sujet de Live a l'air d'être complètement mis de côté, et on peut le comprendre puisque ce serait pas du tout le même but économique. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose de tout à fait logique, et on peut comprendre la vision des cadres de la Warner sur ce point-là. Donc c'est pas parce que son concept art, encore une fois, il n'y a pas Harry Potter, que dans 1 an, 2 ans, 3 ans,
on n'aura pas une annonce effectivement de la présence du Wizarding World of Harry Potter en Grande-Bretagne. Peut-être qu'on aura d'ailleurs un land, et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas été annoncé, qui sera beaucoup plus en corrélation avec l'univers de la série télévisée, pourquoi pas, que ils le sont actuellement, puisqu'ils étaient basés sur les films. Là aussi, ça reste une énorme possibilité. Alors après, on verra évidemment comment les choses vont se passer, et puis on verra ce que ça donne. Après, c'est vrai que Universal, encore une fois, ce n'est pas uniquement Harry Potter, c'est tout un tas d'autres franchises qui tournent bien, des franchises qui sont respectées, qui sont appréciées par le public, et ça, il faut pas l'oublier. Alors, un autre argument aussi qu'il ne faut pas, entre guillemets, mettre de côté, c'est qu'il ne faut pas se dire que Universal vient en Europe pour concurrencer Disneyland Paris. En réalité, là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas, et ce serait méconnaître la manière dont fonctionne en réalité Universal dans tous les autres pays du monde dans lesquels ils sont implantés par rapport à leur vision. C'est-à-dire qu'en fait, en Angleterre, vous n'avez aucun parc d'attractions. Ce qui fait que les Anglais, ils sont obligés d'avoir leur passeport, de venir en France, donc de prendre l'Eurostar, d'aller jusqu'à Marne-la-Vallée, de payer des séjours dans un parc d'attractions. Il n'y a absolument aucune nouveauté depuis plus de 10 ans, où il n'y a rien qui bouge et où la simple construction d'un land prend 5 ans. Ce qui fait que concrètement, pour le public britannique, c'est aujourd'hui la croix et la bannière. Parce que nous, on peut crier parce que ça nous coûte très cher de partir sur place, mais nous, en fait, c'est la double peine. On paye très cher Disneyland Paris, et en plus, on va payer cher le déplacement jusqu'en Angleterre. Bon, à un moment donné, il faut se dire les choses. Le public qui est visé par Universal, ce n'est pas un public européen. Le public visé par Universal, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine ou que ce soit au Japon, n'a jamais été un public international de manière évidente. Quand vous allez en Floride, vous trouverez généralement assez peu d'étrangers dans les parcs Universal. Vous allez en croiser beaucoup à Disney World, mais c'est vrai qu'à Universal, en dehors des Mexicains qui sont pas trop loin, globalement, vous croisez franchement pas grand monde. Oui, un petit peu de Canadiens, effectivement, mais c'est vrai que vous ne croiserez que très peu d'Européens, parce que c'est pas dans la culture. C'est les gens, quand ils vont par exemple à Orlando, ils vont voir Disney World, et quand ils vont en Californie, de ce qu'on en sait, les gens ne vont pas à Universal non plus, ils vont davantage, alors peut-être qu'en Californie c'est différent, parce que c'est vrai qu'il y a les studios de cinéma qui sont vraiment collés directement dans le parc, donc je pense que c'est pas du tout comparable, mais en tout cas, la stratégie commerciale d'Universal, ça n'a jamais été de se tourner vers un public international, contrairement, par exemple, à Disney World. Et là, on peut imaginer que, de manière assez évidente, le but, c'est de se tourner vers une population essentiellement britannique. Ils visent un objectif de 8 millions de visiteurs par an. Alors, ça se fera en grande partie sur la Grande-Bretagne, qui est quand même très friand de parcs d'attractions et d'entertainment. C'est vraiment dans leur culture encore plus que dans la culture française, mais de manière assez évidente, c'est pas le public international qui sera recherché en premier lieu. Évidemment, ce sera un public visé forcément dans les campagnes marketing, mais c'est pas non plus le public qui sera le plus visé. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et donc, de manière très claire, il faudra pas, entre guillemets, attendre à ce que Universal se positionne sur le même créneau de Disneyland Paris, qui est une destination européenne. Là, Universal, à ce stade, présente dans sa manière de communiquer ça comme Universal Grande-Bretagne. C'est pas Euro Disney à l'époque de la création du parc. Là, on est vraiment sur quelque chose qui reste globalement assez national. On verra comment ça évoluera. Mais à ce stade, ce qui semble certain, c'est que il y a beaucoup plus de chances qu'on voit débarquer une zone Harry Potter à Universal Grande-Bretagne que ce qu'on peut penser aujourd'hui. Encore une fois, le concept art, faut pas s'y tenir. Les concept art, par exemple, qui avaient été présentés pour le parc Universal pour les enfants, qui est construit au Texas, entre le moment où ils ont présenté le concept art pour annoncer le projet et le moment où ils ont présenté le concept art pour la construction donc du parc, les choses avaient totalement changé. C'était la même chose pour la Chine. À un moment donné, là, faut juste laisser les équipes d'Universal et de la Warner se parler, voir un petit peu comment tout ça tourne, voir un peu comment ils sentent les choses, et des annonces auront lieu de manière très claire. Il y a le temps. Là, ils en sont vraiment qu'aux formalités administratives, qu'aux négociations commerciales. Les fondations sont pas prêtes d'être posées, elles sont pas posées avant 2026. Franchement, il y a le temps. C'est à partir de 2026-2027 où là, on pourra commencer à se
poser des questions et à voir les choses. Mais si on veut être dans une certaine cohérence au moment de l'ouverture du parc, 2031, donc ça nous fait saison 1, saison 2, saison 3 de Harry Potter. On sera déjà à 3 saisons, normalement, si tout se passe bien, de la série Harry Potter sur HBO. Vaudrait mieux que l'univers visuel soit en accord, effectivement, avec la série, plutôt qu'avec les films. Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Donc, pour l'instant, attendons, laissons les choses se faire tranquillement et on verra quand ça sortira, le moment venu, ce que ça donne. Mais pour l'instant, faut pas s'inquiéter. La seule bonne nouvelle, vraiment à retenir, c'est que on aura un parc Universal en Grande-Bretagne qui sera tout aussi accessible qu'il est possible d'aller se balader au Studio Tours à Leavesden. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Tout va bien se passer. Universal produit des contenus toujours qui sont de très très grande qualité sur l'ensemble de leur franchise. C'est les rois du coasters, c'est les rois aussi de l'immersion. Ils ont foutu à plusieurs reprises des claques à Disney. L'ouverture d'Epic Universe en Floride, on vous en a parlé il y a très très peu de temps, va être là aussi une révolution dans le genre. Donc faisons leur confiance, laissons-les travailler et à notre avis, il y aura de toute façon, nous on le pense en tout cas, une zone Harry Potter. L'avenir nous dira si c'est le cas. En tout cas, pour l'instant, tout va bien. Calm down, la vie est belle et surtout profitons de cette bonne nouvelle. Voilà, donc on vous laisse ici, on vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Dites-nous si cette proposition d'Universal Grande-Bretagne c'est quelque chose qui vous parle. Est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller? Est-ce que vous avez des idées de ça à quoi pourraient ressembler les landes? Est-ce que vous voulez la présence de Harry Potter? Est-ce que vous avez d'autres franchises en tête? Enfin bref, dites-nous tout ça dans les commentaires. Ça nous intéresse d'en discuter avec vous. Mais franchement, ne vous inquiétez pas et regardez les choses sous le bon angle. Encore une fois, il n'y a pas de modification. Voilà, les questions de passeport, tout ça, de toute façon, elles se posaient déjà pour les Warner Bros. Studio Tours. Là, ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir ce qu'il y aura dans ce parc et surtout de savoir si on pourra en profiter en temps et en heure parce que 2031, c'est vrai que c'est loin et en même temps, c'est quand même pas si loin que ça. Donc, on espère vraiment que les travaux seront finis en temps et en heure. Donc, c'est tout pour cette vidéo et on vous retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.